Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous ainsi que votre famille. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur de mon invité. C'est une personne très très sage et aussi très très fort au niveau des arts martiaux et aussi des connaissances. Donc il va nous partager ses expériences de vie vécues pour certains spectateurs qui nous regardent. Ça peut être inspirant pour évoluer dans la vie. Et le but, comme vous savez tous, dans cette chaîne, c'est de s'entraider, de donner des idées, de partager pour avoir notre vision dans la vie de tous les jours et aussi d'évoluer, pour prendre des exemples. Donc je vous dis, restez bien branchés jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez apprendre plein avec ce sage monsieur. Alors, je vous laisse présenter aux spectateurs qui nous regardent. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Donc je m'appelle Miloud Kaldi. D'accord. J'ai 57 ans. Je vis actuellement en Belgique. Donc j'habitais en France ici. Jusqu'à 47 ans. Ouais, 47 ans. J'ai dû partir en 2015. Ouais, il y a 10 ans. Donc. Quelle région en France? J'habitais dans la région lyonnaise, à Tarare exactement, voilà, dans la ville de Tarare. Je connais, ouais. Voilà. Donc j'habitais là-bas, je travaillais chez Cofeli dans la maintenance énergétique, le chauffage, la climatisation, voilà. Et puis ensuite j'avais mon club également, j'avais un club de Cali, voilà. Ouais. Je suis entraîneur de Cali et de self-défense. Et voilà, mon niveau, je suis 4e dan en ce moment. 4e dan en Cali ou en Cali. En Cali. En Cali, ouais. En self-défense, c'est plutôt moi qui enseigne la self-défense, mais il n'y a pas vraiment, j'ai pas vraiment de comment dire, de cursus là-dedans. Voilà. C'est mon expérience en Aïkido, en Kung Fu et en Kali qui m'ont permis après de créer un système que j'ai créé d'ailleurs avec Fouad Esbiri, qui est très connu un peu sur le... Voilà, tout à fait. Okay. Et on a créé un système qui s'appelle l'Urban Fight. Ah, donc tu es son collaborateur? Tout à fait, tout à fait. Ok. Ben, voilà. Apprenez-en. Il est bien cool, mais dangereux. Voilà, et donc voilà, j'habite là-bas, je continue à apprendre, hein, je suis toujours un élève, j'apprends en ce moment le Kaichi, un autre art martial qui a été créé par quelqu'un qui vient également du Kali, d'accord, et voilà, et depuis je continue à enseigner en cours particulier et à apprendre le silat et d'autres arts martiaux. Okay. Voilà, j'essaye de rester un élève, voilà, de continuer à apprendre. J'aimerais continuer à apprendre toute ma vie, ouais, voilà. Donc ça, c'est un exemple d'humilité. Oui, le mec, c'est un 5e dan, c'est ça? Oui, 4e dan. Il se considère comme un élève. Comme quoi, on a beaucoup à apprendre. Hein. Ben, en fait, il n'y a rien d'étonnant à ça, parce que je pense que plus on apprend de choses, plus on se rend compte de notre ignorance. Exactement, ouais. Voilà, ouais. On se rend compte vraiment qu'on n'a rien, en fait. Voilà, ouais. Ça, on s'éveille, en fait, à notre ignorance. Donc, plus on avance, plus on s'éveille à notre ignorance. Et quand on dit « je sais », c'est que, pour moi, on est ignorant. Exactement, voilà. C'est vrai. Donc, ouais, quand on évolue, on se rend compte qu'il nous manque telle ou telle connaissance, etc. On s'éveille vraiment à tout ce qui nous manque. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, on devient de plus en plus élève au fur et à mesure. De la vie, quoi. Ouais, au fur et à mesure qu'on évolue, c'est ça. Voilà. Okay. Voilà. En connaissance, c'est comme dans la science, on se rend compte que quand un savant découvre quelque chose, il fait une découverte, et puis tout à coup, ça éveille en lui une dizaine de questions autour de cette découverte. Plus il découvre et plus il a de questions. Et donc, plus on se rend compte qu'on ignore de choses, en fait. Voilà. Et c'est un parcours d'humilité
et la connaissance, pour moi, c'est ça. C'est de se rendre compte de notre ignorance. De ça, comme ça, tu casses déjà l'ego. Ouais, tout à fait. L'orgueil. Tout à fait. Et tu vas gagner que du positif, en vrai. Tout à fait, ouais. Tu peux apprendre qu'à partir du moment où tu sais que tu ne sais pas, quoi. Ouais. Et voilà, si ton verre il est plein, comme disait Bruce Lee, tu peux rien remplir, tu peux rien assimiler, enregistrer, tu vois. Donc voilà. Ok, bah, belle présentation déjà, vraiment. Donc là aussi, j'ai 7 questions que je vais te poser. Et chaque question, tu réponds crescendo, donc selon tes expériences. Ok. La première, donc, c'est qui étais-tu, qui es-tu avant de devenir la personne que tu es aujourd'hui. Ça veut dire dans l'art, les arts martiaux. Oui, avant d'être. Oui. Avant d'être pratiquant de. Oh ben, je pense que j'étais un enfant comme les autres, en fait. Simplement, je viens d'Algérie, donc j'étais un peu déraciné. Et je suis arrivé, je devais avoir 3 ans. Ah ouais, t'es vraiment petit, ouais. Ouais, je suis venu petit. T'as pas de souvenir de... Non, pas trop, ouais. Quand je suis arrivé dans le Beaujolais, une petite ville qui s'appelle Beaujeu, vraiment le centre du Beaujolais. Okay. Et je me souviens que j'avais énormément peur parce que c'est un nouveau monde, en fait, quand on est déraciné du lieu où on est né. Et j'étais très fragile parce que j'étais venu avec une maladie pulmonaire. Donc dès que je suis arrivé en France, je suis directement allé à l'hôpital et en maison de repos. Donc j'ai été séparé de mes parents pendant encore 7 mois. Carrément. Donc je me souviens de cette période-là où il y avait une grande angoisse. À 3 ans, tu te souviens de... Ouais. T'as des souvenirs de 3 ans? Ouais, de cette blessure-là, d'angoisse. Moi, je me souviens pas de 3 ans. Ah ouais. Si, moi, c'est parce que c'est justement cette séparation. Je pense que si on a une enfance heureuse, il n'y a rien de marquant. Mais là, la séparation d'avec mes parents pendant 7 mois, ça a été une blessure d'abandon. C'est un enfant, c'est ça, voilà. C'est dur. Et ça, je me souviens de ça, de cette séparation. Donc en fait, quand je suis arrivé, j'avais beaucoup de peur et d'angoisse. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai cheminé vers les arts martiaux. Parce que, aussi loin que je me souvienne dans le passé, j'étais habité par une très grande peur. D'accord. Ouais. Arriver dans un endroit que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, et puis avoir été laissé à l'hôpital pendant un certain temps. Du coup, cette peur, elle m'a petit à petit amené vers les arts martiaux, parce que pour moi, les arts martiaux, avec la figure de Bruce Lee à l'époque, ça représentait pour moi, enfin, une libération de la peur. Quelque sorte la sécurité. Voilà, c'est ça, la recherche de la sécurité. Et donc, je suis entré dans les arts martiaux parce que je voulais me débarrasser de cette peur, tu vois. Ressembler à Bruce Lee, être quelqu'un de courageux, être bien dans mon corps, dans mon esprit, tout ça. Donc j'ai commencé à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, le karaté. Karaté. Tout à fait. Mon père pratiquait déjà. Ah, d'accord. Mon père pratiquait déjà, et donc j'ai pu commencer le karaté à l'âge de 9 ans. Après, ensuite, elles sont enchaînées plusieurs... Voilà, alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... Un an après, le professeur qui nous enseignait a eu une blessure grave au niveau des reins. Et il a pris un coup de pied, donc il ne pouvait plus pratiquer. Et mon père m'a donné l'occasion soit de continuer le judo ou l'aïkido, soit d'arrêter. Et moi, c'était absolument hors de question que j'arrête. Donc j'ai commencé l'aïkido. Voilà, j'ai commencé l'aïkido à 10 ans. J'y suis resté. Steven Seagal. Ouais, c'était avant Steven Seagal, bien avant Steven Seagal, ouais. Et j'ai fait ça pendant 8 ans à peu près, 8 ans. Donc c'était chouette. C'est-à-dire, c'est pas la peine de te chercher, on te cherche pas dans la rue. Non, en fait, je sais pas, parce que je pense que quand un pratiquant, il est peut-être moins dangereux qu'un non-pratiquant. C'est vrai? Ouais, tout à fait.
Parce qu'un pratiquant, si tu veux, il sait doser la réponse en fonction de la gravité de l'agression. Alors que quelqu'un qui pratique pas, il va peut-être faire quelque chose qui est disproportionné. C'est pas contrôlé. Et peut être dangereux, voilà, parce qu'il ne contrôle pas, justement. Alors que quelqu'un qui pratique, il va peut-être pouvoir juste éviter, juste repousser, juste contrôler, maîtriser, ou frapper, mais de manière contrôlée, parce qu'il sait ce que c'est que mettre un coup de poing ou immobiliser quelqu'un, et il sait ce que c'est que prendre un coup. Donc voilà, il va être modéré dans sa réponse. Voilà. Donc, en fait, moi je perçois, c'est le contraire que je vois. Ouais. Ouais, en fait, par exemple, quelqu'un qui a l'expérience, je le vois, c'est-à-dire, il sait ce qu'il vaut, c'est pour ça qu'il n'aime pas se bagarrer, par peur de faire mal à l'autre. C'est comme ça que je le perçois. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est sûr. Je me rends compte que je peux le blesser ou faire quelque chose qui est dangereux. Tout à fait. Donc tu vas éviter, tu vas... éviter, ça. Voilà, c'est ça, c'est sûr. Parce que tu sais aussi contrôler tes émotions, plus ou moins, parce qu'on est aussi, susceptible d'avoir peur, d'avoir de la... C'est normal, d'ailleurs, la peur est normale. C'est elle qui va nous permettre d'être plus focus, de mobiliser notre énergie, tu vois. Mais par contre, quand tu pratiques pas et que tu maîtrises pas tes émotions, la peur, elle peut être paralysante, ou bien elle peut provoquer des réactions disproportionnées et dangereuses. Voilà. Donc voilà, c'est sûr que quand tu pratiques et que tu sens la patate qui va venir, tu peux éviter. Tu peux éviter, t'en éloigner. Donc tu as plus de contrôle. Voilà, ça va. Plus de contrôle. Tu te rends compte de dire, tu es conscient des conséquences. Et il y a aussi le fait que tu t'extériorises. À l'entraînement, on s'extériorise, nous. Donc on n'est pas un trop-plein d'énergie qui est toujours prêt à éclater, comme la plupart des gens. La plupart des gens vivent beaucoup dans leur tête et physiquement n'ont pas l'occasion de s'extérioriser. Et l'effort qu'ils ont intérieurement. Oui, et puis la colère. Par exemple, moi, à l'entraînement, je frappe. Oui. Donc, quand tu as frappé, et tu prends des coups, tu sors ta colère, tu sors ton énergie, dans la vie, après... Tu te vides après. Tu n'as plus besoin... moi, des fois, on me fait des queues de poisson, des trucs et tout. Je m'énerve même pas. Parce que, allez, il est parti, il est passé, c'est bon. Alors que je vois des gens autour de moi, quand ça leur arrive, ils se mettent dans il y a tout un trop-plein d'énergie qui ressort à ce moment-là. Alors que nous, non. Le fait qu'on le fasse à l'entraînement tellement de fois, on vide notre sac à chaque fois et on ne perd pas notre énergie inutilement. Je trouve que c'est un avantage. C'est un avantage. Voilà. Ok. Ma deuxième question, c'est quel a été un moment ou l'événement qui t'a changé dans ta vie? D'accord. Donc il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Quand je suis arrivé ici en France, donc à Beaujeu, je me souviens qu'on habitait dans une maison et à l'étage inférieur, il y avait les caves, ce qu'on appelait les caves abandonnées. Il y avait des caves ouvertes. Une ferme. Ouais, c'était une sorte, non, c'était des vieilles bâtisses, des vieilles maisons, tu vois. Okay. Des anciennes maisons, tu vois. Et il y avait, à l'étage inférieur, il y avait des caves. Et je me souviens d'y avoir été, c'était ouvert, ça me paraissait comme une grotte secrète, tu vois. Et je me souviens que dans le sable, j'ai trouvé un objet que je ne connaissais pas. C'était un livre. Tu vois, donc à 3-4 ans, je ne savais pas lire, tu vois. Mais cet objet-là, il me paraissait incroyablement mystérieux et précieux, tu vois. Et depuis ce jour-là, les livres sont restés le fil rouge de ma vie. Ah ouais, d'accord. Ouais. À tel point, je te dis 3-4 ans à peu près, tu vois. Et depuis ce jour-là, les livres m'accompagnent. Voilà.
À tel point que des fois, je vais à l'étranger, et même si je ne connais pas la langue, je rentre dans une librairie et je vais toucher les livres, regarder les livres, parce que j'ai besoin de ce contact avec le livre. Tu vois ? Depuis, on a des liseuses, on a beaucoup de choses comme ça, mais je ne m'y suis jamais fait. Je suis toujours resté entouré de livres, le papier, le contact, tu vois, l'ambiance, donc tout ce que je peux trouver dans un livre, tout ce que j'ai... Tu le prends quoi? Ouais, je le prends, ouais. Et puis, toutes les questions que je me posais et que j'arrivais pas à trouver de réponse à l'extérieur autour de moi, j'allais le chercher dans les livres. Et donc ça, c'est vraiment le fil rouge de ma vie. Les livres ont toujours accompagné ma vie. Et ça a vraiment été un basculement dans ma vie. Tu vois, j'ai appris énormément de choses avec les livres. C'est une bonne initiative. Ouais, ouais. Parce que, comme tu as dit, les livres, ça permet de découvrir, par exemple, d'autres histoires différentes à des gens qui ont vécu, peut-être similaires à la tienne, pire. En fait, tu vas te comparer. Et aussi, tu vas apprendre aussi d'autres choses. C'est une porte, c'est en fait c'est la science, quoi, une porte qui peut te permettre de voyager dans le temps. Tu peux être un homme, une femme, un animal, des fois des histoires avec des animaux, tu peux te projeter dans le futur, tu peux, tu vois, et vivre des expériences et partager des expériences de personnes qui ont mis peut-être toute une vie à écrire un livre. Tu vois, tu peux vivre plusieurs vies à travers les livres et profiter de ces expériences-là que tu n'aurais pas, tu vois. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour tous ceux qui ont écrit des livres et qui ont partagé, qui nous ont transmis toutes ces expériences du passé et qui peut nous permettre, nous, d'apporter des réponses aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Donc voilà, les livres, je sais qu'aujourd'hui, l'information, elle passe beaucoup par l'image et par le son. Vidéo. Voilà, mais ceux de ma génération, en fait, ils savent que les livres sont très très importants. Tu vois. Et puis même, je veux dire, nos nouvelles générations maintenant, ils n'ont pas tendance de prendre un livre et lire. Non, en fait, ça leur paraît trop lourd, trop d'efforts, parce qu'ils ont grandi avec le mode, voilà, comme tu as dit, vidéo, son. Quelque part, c'est mieux quand tu fais travailler ta cervelle. Ils aiment le bruit et l'image. Et surtout, ils changent très vite d'information. Alors qu'un livre, ça demande du silence, la solitude, le temps de lire toutes ces lignes, tu vois, tous ces mots. Et donc, c'est beaucoup de choses que les gens n'ont plus la patience de faire, tu vois. Et puis même, c'est enrichissant, c'est-à-dire que tu deviens audible. Tu vas gagner un vocabulaire, des mots. Oui, tout à fait. Ça va être bénéfique. C'est une véritable école. C'est une véritable école, Et en fait, les livres que tu lis, des livres particuliers ou n'importe quel livre? Au départ, c'était beaucoup de livres qui m'apprenaient comment tout ce qui était lié plutôt à la connaissance de soi. D'accord ? J'avais beaucoup de questions sur moi-même, j'étais très timide, j'avais beaucoup de, comme je te disais, de peur, de choses comme ça. Du coup, il y a des choses que je voulais comprendre sur moi-même d'abord. Donc j'ai commencé par des livres là-dessus. Puis après, lorsque ça a été plus ou moins résolu, je me suis ouvert à d'autres choses au monde. Tu vois ? Donc c'était d'abord moi-même, ensuite la spiritualité, puis ensuite la connaissance du monde. Mais, et après, c'était les romans. Au départ, les romans ne me disaient rien du tout. Et maintenant, je comprends que les romans, c'est très très riche. Ah oui, dans le sens où, par exemple, tu lis des histoires avec des problématiques, et pendant que tu les lis, tu te poses la question, comment est-ce que moi, j'aurais réagi avant de lire la réponse, tu vois ? Et du coup,
tu apprends déjà là-dessus à développer ton intelligence. Et en plus, la description de certaines émotions, la description de certaines situations, elle enrichit ta propre expérience à toi. Parce qu'il est possible que qu'il y ait des émotions que tu connaisses même pas, mais quand on te les décrit, tu vois, ça te donne une idée de ça, tu vois. Ah ouais. Et du coup, c'est un peu comme si tu étais dans une pièce noire et tu perces un mur, tu vois, tu perces un mur, tu vois un petit morceau de l'extérieur, et à chaque fois que tu casses, tu vois de plus en plus précisément tout ce qui t'entoure. Et un peu, la lecture, c'est ça un peu. Elle me permet de comprendre le monde qui m'entoure, le monde des émotions, le monde des relations, le monde de l'information, des connaissances. Et du coup, c'est un chemin initiatique qui n'a pas de fin, quoi. Voilà. Et ça, dans ton entourage, quelquefois, tu ne rencontres pas les gens qui te permettent de partager ça. Mais un livre, il peut te permettre de découvrir ça. C'est ça. Ok. J'espère que les spectateurs, ils apprécient. Désolé pour ma voix, parce que là, j'ai chopé un rhume. Et donc, on fait que le bain du bas. Oui. Ma troisième question, c'est quel a été ton plus grand défi et comment tu l'as surmonté? Alors, l'un des plus grands défis, parce qu'il y en a eu pas mal, comme tout le monde, je pense. On a tous notre lot de malheurs. Mais le plus qui t'a marqué? Voilà, il y en a un qui était particulier. Quand j'avais à peu près 40 ans, j'ai eu un accident. Ouais. J'ai commencé à avoir des maux de tête terribles. Tu vois? Et ça a duré pratiquement un mois. Un mois de douleur comme ça. T'as consulté? Et j'ai consulté, je suis allé voir des ostéopathes, des médecins, etc. Personne ne trouvait. Et à un moment donné, je sentais vraiment que mon corps allait de plus en plus mal. J'arrivais même plus à me redresser. Ah ouais. Ouais, je marchais, j'étais plié en deux. Et à un moment donné, j'ai dit à mon médecin, il faut absolument que tu me prescrives un IRM parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il me prescrit un IRM, donc je vais à Lyon, on fait cet IRM, et ils envoient cet IRM du cerveau, de la tête, donc à Lyon chez un spécialiste du cerveau, et là, le spécialiste l'appelle tout de suite, l'hôpital, en disant il faut absolument que vous me l'envoyiez parce qu'il va y passer. Ah ok. Ouais. Oh. Alors là, ouais, tu te dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc, on m'envoie tout de suite en urgence là-bas. Et dès que je suis arrivé, ce professeur vient me voir et il me dit, voilà, alors le topo, votre cerveau est écrasé par une masse de sang. En fait, il y avait une sorte d'AVC, donc il y avait un écoulement de sang qui se faisait, et le sang pressait le cerveau. Aïe, aïe. Tu vois, donc ça faisait carrément, tu vois, tu avais le cerveau, puis tu avais une déformation. Et c'est ça, ces maux de tête, c'était ça. D'accord. Et le seul moyen de soulager, c'était de m'allonger. Donc il m'a dit, bon, on n'a pas le choix, là, il faut opérer tout de suite. Donc ils m'ont opéré, ils m'ont ouvert la tête, ils m'ont laissé avec 2 drains au-dessus de la tête pendant une semaine, et j'ai dû rester allongé pendant 3 mois. 3 mois allongé? 3 mois allongé, ouais. Oh. Voilà. Donc, j'en ai profité pour lire beaucoup, comme j'aimais lire. Hein. J'en ai profité pour beaucoup lire. Et en sortant, après ces 3 mois, donc j'ai peut-être un peu trop bougé. Ah ouais. Et de nouveau, le soir même, rebelote, maux de tête. Ouais, ça commence. On me renvoie à l'hôpital. Scanner, et on se rend compte que ça a recommencé. Donc ils ouvrent une deuxième fois, là, 4 mois allongés. Ouais. Et après ça, on m'a dit, le sport, c'est fini. C'est fini. Ah ouais. Voilà. Et donc moi, je suis rentré chez moi, je me souviens que j'avais pris 20 kilos.
J'en étais à plus de 90 kilos, alors que je faisais 70 kilos. Et à partir de là, tous les jours, j'appelais donc ce médecin en lui demandant quand est-ce que je pourrais reprendre la marche. Et à chaque fois, il me disait non, non, c'est pas possible, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et au bout d'un mois, il m'autorise enfin à marcher. Et donc, j'ai commencé à marcher tous les jours, à marcher, jusqu'au moment où il m'a autorisé à courir. Et là, j'ai repris le sport. J'ai repris le sport et ça s'est bien passé. Mais je suis resté 7 mois. 7 mois allongé, ouais. 7 mois allongé, ouais. Ah, ça fait... Tu vois ? Et donc, c'était une grosse épreuve dans le sens où, en fait, mon corps m'a obligé à m'arrêter, en fait. Parce que mon emploi du temps était trop plein. Ah, je travaillais. Tu étais trop chargé. J'avais 3 enfants. Trop de pression. Dont je m'occupais avec ma femme. J'avais un club. J'entraînais 2 fois. J'avais un élève en cours privé que j'entraînais 2 fois par semaine. Puis ensuite, le week-end, je m'entraînais moi-même avec mes élèves en cours privé et tout. Donc, j'avais un planning plein à craquer. Tu n'avais pas le repos pour toi, en fait. Voilà, ouais, non, je respirais pas. Et comme j'ai pas entendu les signaux d'alarme, à un moment donné, mon corps a dit stop. Voilà. Attention, le corps, il t'envoie toujours des signaux. Voilà, c'est ça, et je les ai ignorés. Si on ne comprend pas avant, parfois, voilà. Il va réagir. Et en fait, la grande leçon de ça, c'est que avant, je cherchais à toujours remplir mon emploi du temps, à remplir ma vie, de plus en plus, de plus en plus. Et depuis ce jour-là, une fois que je suis sorti et que j'ai compris que j'ai failli tout perdre, eh bien, je m'applique à simplifier ma vie, d'accord, et à l'alléger de plus en plus. Et ça va beaucoup mieux. De toute façon, il n'y a pas mieux que la simplicité. Ouais. Mais c'est pas évident au départ. Ouais. Mais tu vois bien, tu as des gens, ils possèdent tout, mais ils sont toujours stressés. Oui, ouais, tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas le temps eux-mêmes. Ouais. Tu as d'autres, ils possèdent peu, mais ils sont heureux, quoi. Comme dirait le proverbe africain, celui qui a plus de cheveux que toi, et il a aussi plus de poux que toi. Ah ouais. Dans le sens, c'est vrai que plus tu as de choses, plus tu dois t'en occuper, et plus tu as de problèmes liés à ces choses-là, à leur entretien, à leur sécurité, à leur utilisation. Et effectivement, plus tu simplifies ta vie, plus tu te retrouves toi-même, tu vois. Exactement. Voilà. Tu te retrouves toi-même et finalement tu t'enrichis intérieurement. Exactement. Voilà. Bravo. Ma 4e question, c'est y a-t-il on va dire, un moment où tu as failli arrêter? C'est-à-dire, tu as failli tout lâcher. Et si il y a, c'est quoi qui t'a permis de continuer, de te battre? Alors. À part en dehors de l'accident là. Ouais. Je sais pas si c'est elle ou pas, ou est-ce que tu as d'autres événements qui t'ont fait tomber dans une dépression? Tu voulais tout lâcher, et puis tu as résisté, du non, je continue. Non. À part là, non? Non. En fait, ce qui aurait pu me décourager, effectivement. Quand allongé. Ouais, quand tu es allongé, non, mais ça ne te décourage pas, au contraire. Tu t'accroches plus à tout ce que tu as, tu essayes de retrouver ta santé, tu essayes de repartir. Mais je réfléchis pendant que tu me poses la question, est-ce qu'il y aurait eu quelque chose qui... Non, j'ai tellement de gratitude pour le fait d'avoir retrouvé ma santé que non, j'ai pas ce côté découragement et tout, ouais. Tu vois, j'ai vraiment,
j'ai tellement de gratitude au fait que, par rapport à d'autres qui n'ont pas pu récupérer, moi j'ai pu récupérer et repartir. Non, j'ai pas eu ce découragement-là. C'est vrai que cette expérience-là, j'aurais pu me dire, bon, c'est trop dangereux de continuer à pratiquer, etc. Et par sécurité, je vais arrêter. Tu vois. Mais moi, au contraire, je me suis dit non. En anglais, on dit use it or lose it, c'est-à-dire soit tu l'utilises, soit tu le perds. Toutes mes capacités, j'essaie de les utiliser parce que je sais que à partir du moment où je les utiliserai plus, je vais les perdre. Donc que ce soit mes capacités physiques, que ce soit mes capacités intellectuelles, voilà. Donc non. Là, je botte en touche. J'ai pas ce genre de d'attitude-là. Ouais. Franchement, bonne résilience. Ouais. Après la question 5, quelle leçon t'a le plus marqué au fil de ton parcours? Oui, alors là, c'est comme je te disais tout à l'heure, la leçon la plus importante, comme je te disais, c'est que, comme tout le monde, quand j'ai commencé ma vie, du fait qu'on venait d'une famille, mes parents étaient assez pauvres, on n'avait pas grand-chose. On a même vu, mon père avait un commerce et il s'est endetté, du coup il a tout perdu. Et on a vu les huissiers de justice arriver chez nous et prendre le mobilier, etc., la télévision. Donc j'ai vu ça. Donc on a vraiment traversé la misère. Mais, du coup, comme beaucoup de gens, tu essaies de posséder des choses. Et j'ai commencé, comme tout le monde, à courir après les possessions, après la richesse, etc. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ça te prenait énormément d'énergie, ça créait énormément de problèmes et d'angoisse, de peur, et finalement, t'en sors vidé. Voilà. Donc en fait, j'ai arrêté de courir après toutes ces choses-là pour vraiment essayer de simplifier ma vie le plus possible. Voilà. L'essentiel, quoi. Voilà, l'essentiel, voilà. Je dis pas qu'il faut être SDF. sans possession, parce que quand tu n'as pas de possession non plus, tu vis un petit peu dans le besoin et tu es obligé de demander, tu vois, et c'est pas non plus une solution. Mais entre avoir juste ce qu'il faut et puis vouloir avoir énormément et courir sans arrêt vers le plus, ça vraiment j'ai changé. J'ai vraiment changé là-dessus en essayant de simplifier ma vie, tu vois. Et je pense avoir réussi. Bravo, bravo à toi. Alors, passons en 6e. Comment ta vision de la réussite a-t-elle évolué avec le temps? C'est-à-dire... Ça rejoint un peu la question précédente, c'est-à-dire comment elle a évolué. Au départ, la réussite, c'était posséder plus. Ce que je veux dire, c'est grâce à ton art d'arts martiaux. Ah oui. Ou bien d'autres choses. Oui. C'est sûr que mon parcours dans les arts martiaux, au départ, quand on arrive dans les arts martiaux, c'est quelquefois pour être plus sûr. Dans mon cas, c'était pour ça. Être plus sûr de soi, avoir plus confiance, pouvoir me protéger. Et puis après, avec le temps, on finit par s'intéresser aussi à la philosophie qu'il y a derrière ces arts martiaux. Et au début, c'est juste une philosophie comme ça qui accompagne notre pratique martiale. Et après, elle finit par influencer notre vie. Ouais, ça veut dire, voilà. Puis la discipline.
La discipline et aussi la simplicité. On essaie d'être plus honnête, moins orgueilleux, avoir de la gratitude, et puis de l'humilité. Voilà, toutes ces choses-là finissent par teinter notre vie. Et c'est ça qu'on appelle la réussite après. Tu vois? Donc la réussite pour moi, c'est plutôt ça que de posséder plus et que de socialement réussir. D'accord. Voilà, c'est plus un parcours et un cheminement intérieur qu'un parcours et un cheminement extérieur, tu vois, de réussite dans la société. Donc les arts martiaux, c'est vraiment ça qui, et leur philosophie, c'est ça qui m'ont permis en fait d'évoluer vers une forme de réussite plus intérieure. Voilà. Que dans le m'as-tu vu et le je possède plus. Ok. Tu vois? Très bien. Est-ce que, par exemple, dans ton parcours, il y a eu une personne qui t'a marqué ou dire, influencé? Oui, oui, oui. Dans l'évolution? Oui, oui. Un exemple, c'était comme un sorte d'exemple pour toi? J'ai eu beaucoup de maîtres. Et l'un de ceux qui m'a, j'en ai deux principalement, qui m'ont vraiment bien marqué, c'est un entraîneur d'aïkido qui, lui, m'a pris sous son aile. Et il m'a pris sous son aile à Belleville quand j'avais une dizaine d'années, non, 12 ans, ouais, 12 ans à peu près. Et il m'a pris sous son aile pendant plusieurs années. Il m'a emmené dans des stages. Il me payait pour moi les stages. Et il m'a énormément influencé dans le sens où il m'a montré ce que c'était que la force tranquille. Tu vois, c'était quelqu'un de très confiant, de très fort, de très respecté et de très respectueux. Et ça a été un modèle pour moi dans la vie. Tu vois, le fait qu'il m'ait pris sous son aile et qu'il m'ait transmis ses valeurs, eh ben, dans le reste de ma vie, j'ai essayé d'être à la hauteur de cet enseignement, de cet enrichissement. Tu vois. Donc lui m'a beaucoup influencé. Le deuxième qui m'a influencé, c'est aussi mon entraîneur de Kung Fu, Hakim Bouamran à Lyon, qui lui aussi m'a beaucoup influencé parce que c'est quelqu'un qui est entré dans le Kung Fu et qui n'a jamais changé, qui est toujours resté fidèle à sa pratique jusqu'à aujourd'hui. Et tu as toujours des contacts avec lui? Et j'ai toujours des contacts avec lui, ouais. Donc ça, c'est un maître qui m'a influencé pareil dans sa philosophie de vie, dans sa persévérance, tu vois, dans son honnêteté, dans son humilité aussi. Il avait énormément de qualités, et toutes ces qualités que j'ai appris de lui et de Nordine, qui était un autre maître d'aïkido, ça c'est resté mes guides dans la vie de tous les jours. Ouais, tes références, quoi. Voilà, mes références, voilà, mes références. Bravo. Voilà. Voilà. Et on arrive là à la dernière question. Quel message aimerais-tu laisser à celles et ceux qui nous écoutent, sous caméra, aussi aux auditeurs? Ouais. Si tu as un mot à dire, un mot de la fin, ce serait lequel? Donc, un conseil pour les autres qui nous écoutent. Moi, je veux bien partager ça, mais c'est vrai que c'est sans prétention parce que j'ai de leçons à donner à personne. Simplement, je peux partager ce que moi j'ai appris dans ma vie. C'est qu'il faut garder une passion dans sa vie. Une passion? Une passion, ouais. Souvent, les gens ont des problèmes, ils essaient de les résoudre par des thérapeutes, par ceci. Et ça peut marcher, mais souvent, on voit que ces thérapeutes deviennent des béquilles et ils nous accompagnent toute notre vie et on n'arrive pas à s'en sortir
On n'arrête pas de dire se libérer. Voilà, se libérer. De la peur. Alors que moi, j'ai fait la même chose au départ et je voyais que je ne m'en sortais pas. Mais ce qui m'a permis d'évoluer et de m'en sortir, c'est le fait d'avoir une passion. D'accord. Et de la continuer. En fait, c'est un peu comme quelqu'un qui chercherait du pétrole. Il creuse un petit trou de 1 mètre, il n'en trouve pas. Il va un peu plus loin, il creuse 10 mètres, il n'en trouve pas. Et puis, toute sa vie, il passe à faire des trous. Alors que celui qui est resté sur le même trou et qui a persévéré, lui, il va trouver son pétrole. Et donc, la passion que tu peux garder et qui va t'accompagner toute ta vie, va te permettre au final de développer toutes les qualités et de soigner tous les maux que tu traînes depuis toujours. Donc, le conseil que je pourrais donner aux gens, c'est il y a forcément une passion que vous avez, trouvez-la et persévérez. Gardez-la, elle doit vous accompagner toute votre vie. Et si vous persévérez suffisamment longtemps, vous résoudrez tous vos problèmes avec ça. Et vous développerez toutes les qualités que vous rêvez d'avoir et de partager avec le monde. Voilà. Franchement, bravo. Merci. Un bon conseil. Et merci. Franchement, j'aurais bien voulu rester encore plus. Oui, oui. Parce que franchement, on a appris beaucoup de choses. Et c'est très, très passionnant. Ben, merci de m'avoir invité. C'était une belle expérience. C'est vrai que c'est un beau jeu de revenir sur son passé et puis d'essayer de... Ben, merci à toi déjà. Merci, merci. Je te souhaite toujours le meilleur. Bonne continuation aussi. Merci beaucoup, à toi aussi. Peut-être aussi que je viens à ton élève. Hein. Ouais, pourquoi pas. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. En tout cas, merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez des sujets aussi que vous voulez que j'aborde, parce que vous savez que je fais aussi le micro-trottoir, comment j'interviewe aussi des gens, n'hésitez pas à le dire. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oublie pas, transforme ta vie. Merci.